Alors, bonsoir, bonne nuit. On se retrouve du coup pour une vidéo et cette fois-ci, je vous prie de m'excuser, celle-ci sera un peu, quelque peu désordonnée puisque justement, on va en profiter notamment pour faire le point un petit peu sur la chaîne et ce qu'il s'est passé, disons, depuis octobre ou novembre, je sais plus très bien, à aujourd'hui. Puisque justement, cela fait un temps que je n'ai pas posté de vidéo notamment. Et alors, justement, la première raison, pourquoi est-ce que je ne poste plus de vidéos et que je ne sais pas si j'en referai? Tout simplement parce que j'ai eu quelques problèmes dans ma vie et disons que ceux-ci sont assez lourds. C'est-à-dire que de base, comme je vous ai dit, je travaille pas mal. C'est-à-dire que pour maintenir cette chaîne et d'autres activités plus personnelles, disons cela comme ça, Euh, je fais justement 15 heures de transport par semaine et je travaille un 50 heures par semaine. Ce qui fait que je suis conduit à faire en moyenne entre 2 à 3 nuits blanches par semaine. Ceci cumulé justement à l'ensemble, faisant que les fois où je peux passer une nuit, ces nuits font rarement beaucoup plus que 5 heures, disons entre 3 et 5 heures. Et aujourd'hui, en tout cas depuis février, et bref, quelque chose de grave. Et quelques temps après, j'ai appris par l'intermédiaire d'un contact que ce que je considérais comme un ami finalement est décédé. Et quelques jours après, mon grand-père également est décédé. Et ça a fait pas mal de choses. Et disons que, comme je vous l'ai déjà dit, je me suis jamais vu comme quelqu'un de bien. Je pense pas être une bonne personne. Et ça ne veut pas dire que je m'en contente. J'essaie d'être quelqu'un de bien et de faire les choses correctement. Et ce n'est pas assez. En tout cas, c'est ce que je constate à mon goût. Et si bien que j'en suis arrivé à un point où justement j'ai dû voir un médecin qui m'a prescrit plusieurs médicaments, puisque justement cela n'allait pas et en fait j'ai très mal réagi à ce traitement. Ce qui fait que je suis toujours sous traitement actuellement, hein, mais qu'aujourd'hui en fait, mon médecin qui pensait qu'il s'agissait probablement d'un surmenage est arrivé à la conclusion que non, il s'agissait bien de la dépression et que là, je suis arrivé à un stade où ça devient critique puisque justement, elle souhaiterait que j'aille voir un psychiatre pour qu'il me prescrive d'urgence, selon ses termes, des antidépresseurs. Sauf que, disons que j'ai déjà eu un pic de dépression dans ma vie, enfin, un sérieux pic, puisque justement, bien sûr, quand on est dépressif chronique, on a quelques pics, mais on peut réussir à apprendre à les gérer. Mais là, ça en devient justement impossible. Et bref, ceci étant, je n'ai pas envie de me retrouver sous médicaments pour risquer de perdre ma capacité à réfléchir. Et j'en arrive, disons, sur un dilemme ou alors un faux dilemme, parce que peut-être que je ne sais pas ce que je ferai honnêtement. Et bref, tout ça pour dire que ça en devient très compliqué parce que vous l'avez peut-être remarqué au fil des vidéos, mais la fatigue croissant, mais même sans cela, la dépression, on va en dire quelques mots puisque il semblerait que pas mal de gens en fait ne comprennent pas de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une maladie qui est un handicap quotidien. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être heureux ou malheureux. Vous pouvez avoir des épisodes où tout se passe bien dans votre vie, mais malgré tout ne pas désirer vivre. En tout cas, c'est comme ça, parce qu'apparemment je suis pas un schéma classique apparemment de dépression, de ce qu'on m'a expliqué. Cela étant,
dû, selon mon psychiatre, en fait, à ce que je déteste appeler ça comme ça, à mon quotient intellectuel et au fait qu'apparemment j'aurais un cerveau hyperactif. Et du coup, bref, par conséquent, ne réagissant pas correctement et logiquement par rapport à toutes ces choses, ça devient très compliqué de, même encore aujourd'hui, d'avoir une pensée structurée, parce que comme vous voyez, je pense à plusieurs choses à la fois. Mais bref, oui, je voulais vous dire quelques mots. C'est simplement que on a, même si tout se passe bien, on ne veut pas, on n'a pas envie d'être en vie. Et c'est vraiment une maladie. Ça veut pas dire qu'on se désintéresse des autres, au contraire. Je suis même connu pour en vérité quelqu'un de brutal, mais d'extrêmement empathique en vérité. En tout cas, je pense que ça se remarque sur le travail que je fais avec mes élèves, justement. En tout cas, eux le ressentent de cette façon. Et peut-être même pour cette chaîne qui est malgré tout très humaine, contrairement aux autres chaînes qui ont tendance à se centrer ou s'orienter davantage sur l'aspect technique et pratique du jeu. Et disons que ce désir, cette absence de vouloir vivre, qu'on peut conduire en fait à des douleurs du coup psychiques, mais également en fait à des douleurs physiques. Si vous voulez une idée, en bref, en constant, j'ai des douleurs au niveau de mes cervicales et sur toute la longueur de mon bras gauche. Sauf que cela se passe de manière interne, donc si vous voulez, c'est plutôt au niveau du flux sanguin que je le ressens, ce qui fait que ça fait une douleur assez intense et profonde, mais notamment également sur mes organes. Et en tel que justement, on avait dit à mes 24 ans qu'on doutait que j'ai une espérance de vie de plus de 40 ans. Étonnamment, bizarrement, depuis 3 ans, il semblerait qu'on ne sache pas comment, mais que mon cœur se soit pratiquement rétabli de lui-même, et que maintenant c'est mon foie qui a décidé de ne plus correctement fonctionner, qui commence à lâcher. Donc en vérité, la dépression, c'est pas simplement être triste, c'est juste un état psychique causant de graves problèmes, on va dire, au niveau de votre humeur mentale, mais également en fait sur votre physique. C'est-à-dire qu'au quotidien, comme vous avez vu pendant une partie, je discute avec vous, je vous explique ma pensée, mais j'ai mes douleurs physiques qui sont toujours constantes, présentes, plus ou moins fort. Et ça arrive à un point qu'aujourd'hui, maintenant, même si j'ai refusé de prendre une période longue, comme me le conseillait mon médecin, j'ai accepté malgré tout de prendre un arrêt maladie. Et bref, tout ça pour vous dire en fait que je ne sais pas aujourd'hui, puisque justement j'ai une tendance à progresser à chaque fois qu'il y a un traumatisme dans ma vie. J'en arrive aujourd'hui à préférer bâcler mes parties, à de rares exceptions. Et du coup, je ne sais pas si je produirai beaucoup ou pas du tout de nouvelles vidéos où je vous expliquerai comment comprendre le jeu, comme les parties niveau-dalle. Mais en tout cas, on va quand même faire un commentaire puisqu'il semblerait que, même si c'est complexe, j'arrive encore à jouer avec l'IA. Comme je vous avais dit, j'avais ce goût de cette appréciation qui venait, du coup, liée apparemment à cet état d'esprit. Préférer jouer avec l'intelligence artificielle et par chance, en ayant changé malheureusement d'ordinateur, j'ai maintenant la capacité d'avoir l'intelligence Katago directement sur mon PC et non plus celle en ligne. Et pourquoi je dis par chance? Tout simplement parce que je dois être à peu près une dizaine de parties jouées au total avec l'intelligence artificielle. Et j'ai remarqué quelquefois que j'arrivais à renverser quelque peu la partie. Tout simplement parce qu'elle ne lisait pas suffisamment ou pas assez en profondeur, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'arrivais à conduire ces bugs. Et par conséquent, avec celle-ci, en revanche, je n'en suis absolument pas capable. Je lui fais réfléchir 20 secondes minimum par coup. Parce que j'ai vu qu'on avait cette option de pouvoir ajuster le temps de réflexion qu'on lui donnait. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et là, les parties sont beaucoup plus stimulantes intellectuellement. Et on va commenter cela. Mais cela ne veut pas dire pour autant que j'arrête quand même de m'intéresser au jeu ou de jouer à cela. Enfin, de jouer, si, peut-être. Mais en tout cas, je ne m'y s'intéresse pas. Et pour preuve, je peux vous montrer dernièrement ce que j'ai proposé, notamment sur, alors, disons, si je vous mets sur cette miniature, on va dire, propriété intellectuelle oblige,
je montre quelque chose de très réduit pour éviter le vol, puisque, oui, malgré tout, ça semble assez incroyable, mais les joueurs de Go aiment bien voler les idées entre eux plutôt que se citer. En tout cas, j'ai constaté de nombreuses fois. Bref. Et ici, comme vous voyez, c'est-à-dire que j'ai remarqué, au cours de quelques vidéos visionnées, ou bien même au cours de discussions, qu'il y avait un problème au niveau du vocabulaire, qu'en Asie, on ne possède pas. Et je pense que c'est aussi une cause de pourquoi est-ce qu'il y a un gros problème, on va dire, sur la diffusion du Go, première chose, mais aussi sur notre niveau. Vous vous souvenez, Fanui, dans les années 90, qui expliquait que pour lui, pour que le jeu de Go puisse s'épanouir en France, il avait besoin de deux choses. Ces deux choses devront agir simultanément. C'est-à-dire la première chose, un un développement horizontal, c'est-à-dire rassembler le plus de joueurs possible, et un développement vertical, c'est-à-dire obtenir de plus en plus de joueurs forts. Et bref, ce vocabulaire commun, en fait, enfin ce glossaire que j'ai créé, j'en ai posté environ un quart sur le Discord, donc vous pouvez y accéder, c'est-à-dire qu'il regroupe toutes les notions de jeu de Go de manière fixe et empirique. C'est-à-dire que beaucoup de joueurs, en fait, ont tendance à se tromper sur les définitions. J'ai vu notamment des joueurs expliquer qu'un groupe était faible, alors que pas du tout, il était complètement stable. Et simplement, par son vécu, son expérience, justifier à l'élève, parfois de manière assez violente, non, tu dois rajouter ce coup. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On a des choix qui sont bons ou mauvais, qu'on prend, mais la définition, une fois qu'elle est respectée, on n'a pas à discuter sur celle-ci. On ne remet pas en cause le fond, mais l'application. Ce n'est pas la même chose. Et vraiment, c'est une erreur qui se fait. Et c'est pour ça qu'en pensant à Michael Baxandall, justement, je me suis dit que c'était une nécessité qu'on ait ce vocabulaire commun. Et donc cela a intéressé une autre personne qui a demandé si elle avait le droit de pouvoir poster cela sur son site internet, ce que j'ai accepté, donc on verra si celle-ci le fait ou non, et si jamais je constate que la diffusion n'est pas assez importante, en tout cas vraiment je pense que cela pourrait être très intéressant, auquel cas j'essaierai, notamment avec le site internet que je suis en train de créer depuis un moment, de le diffuser là-dessus. Parce que justement, si on possède ce vocabulaire commun, on retire beaucoup de frustration de certains joueurs qui ont des incompréhensions, mais surtout, on va enfin pouvoir dialoguer et dans ce cas-là, augmenter notre niveau, justement, le développement, comme on a dit, euh, le développement vertical, mais également le développement horizontal, puisque les notions seront alors plus claires et simplifiées. Donc vraiment, j'ai bon espoir sur ce travail qui a été fait. Il fait environ, pour l'instant, je suis à peu près 50 pages. Je suis assez loin d'avoir terminé d'écrire ce qu'il y a à écrire dessus, mais comme vous voyez, je travaille aussi en continu avec cela. Et même, par exemple, comme vous l'avez vu sur les vidéos de la chaîne, lorsque j'ai commencé les parties niveau Dan, j'avais un niveau, on va dire, un peu faible de deuxième Dan, ou alors de un Dan fort. Et aujourd'hui, j'en arrive depuis plus exactement maintenant, parce que j'ai vraiment du mal et je n'ai plus envie de jouer depuis 2 semaines, mais en tout cas, j'en suis arrivé à un niveau au point où battre des quatrièmes Dan ne relève pas d'un exploit, mais est un phénomène assez normal pour moi. Et si vous voulez une comparaison sur FoxGo, vu que je sais que beaucoup de joueurs aiment bien FoxGo, ce côté spectaculaire au niveau des valeurs et des hiérarchies, eh bien, dans ce cas-là, non, en gros, je suis pas loin du 7ème Dan. Donc je joue avec des 7 Dan et des 6 Dan sans problème, et je peux gagner ces parties sans qu'il y ait de soucis. Et il y a cet autre travail que j'ai continué, je me souviens que je vous en avais parlé, sur un aspect, on va dire, sémantique du jeu, puisque justement, je n'abandonne pas cette idée de faire mon caprice, c'est-à-dire construire un discours universitaire sur le jeu de Go. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en France, on a différentes manières d'agir, et moi, je m'oriente davantage sur celle-ci. La première, simplement réussir à faire une publicité outrancière en se greffant à une personne qui possède déjà une grande notoriété. Celle-ci ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie d'aller voir un influenceur pour lui demander de diffuser le jeu et que beaucoup de personnes viennent
simplement pour jouer, ne pas comprendre. C'est-à-dire que pour moi, le Go, il y a aussi une dimension psychologique à comprendre et esthétique, et si on l'abandonne, je pense qu'on y perd quelque chose également. Donc je pense que c'est une bonne façon de diffuser le jeu, réellement. Mais ce travail ne viendrait pas de moi. Et moi, je suis plus dans le système, on va dire, occidental, qui est toujours le même depuis la période Renaissance médiévale, c'est-à-dire penser que pour qu'un sujet soit diffusé, il faut déjà qu'il soit travaillé, recherché, pour être établi comme une matière scientifique. Une fois que cela est fait, eh bien justement, il va falloir alors l'institutionnaliser. Comment? En le faisant reconnaître par les institutions. Une fois que cela est fait, il y a une autre chose qui va se passer, c'est-à-dire une dégradation du propos, une popularisation du sujet. Et c'est là qu'alors on peut commencer à toucher. Donc c'est ce à quoi ce travail de recherche, qui, comme je vous ai dit également, caprice personnel, va servir à terme. Bien sûr que je tenterai de publier, bien sûr que si je peux, je tenterai aussi de le faire valider comme un sujet, probablement pas de thèse, parce que je travaille actuellement sur ma thèse également, enfin pas beaucoup, mais sur ma thèse d'histoire de l'art, mais en fait le faire valider comme un mémoire en sciences humaines, puisque justement on va dire j'ai pas mal de diplômes qui me permettent en fait de pouvoir faire cela, par chance. Et si vous voulez en fait un peu savoir pourquoi je parle de sémantique au jeu de Go, c'est-à-dire qu'en fait si on s'intéresse à l'épistémologie, simplement le Go ça viendrait du chinois de Weishi. Et Weishi simplement signifie encerclé et échec. Donc c'est-à-dire qu'en fait on tire du Go, enfin du nom du Go, les mécanismes finalement intrinsèques, c'est-à-dire encercler les territoires et réussir à mettre en échec les entreprises menées par l'adversaire. Et en revanche, lorsqu'on regarde sur l'épistémologie ou les modes d'écriture japonaises, là on commence à s'intéresser à une autre chose, c'est-à-dire que on a ce qu'on appelle en fait un kanji, qui est d'ailleurs le radical du mot go, c'est-à-dire ishi, qui signifie alors pierre. Et vous vous intéressez pas à la partie supérieure, isolée du reste, elle a assez peu de sens, mais en fait, une fois qu'elle est isolée du reste, on comprend en fait que ishi donne une traduction physique du matériau nécessaire à la réalisation du jeu. Et justement, le goban, il faut alors adjoindre un nouveau kanji pour obtenir ce son, ce mot. Et par conséquent, cela veut dire que finalement, le go ne serait pas l'ensemble, c'est-à-dire les pierres, le bol et le plateau, mais simplement les pierres. Et le plateau deviendrait un support, justement, comme justement le papier avec l'écriture et la pensée, donc un support d'écriture. Et à ce moment-là, même si cela peut sembler aberrant de rapprocher l'écriture, le langage au jeu de Go, il faut alors regarder dans ce cas-là toujours au japonais. C'est-à-dire qu'au japonais, le langage se prononce alors Gengo. Et bien qu'il ne s'agisse pas du même kanji, on arrive en fait justement sur ce lien par le travail de ce qu'on appelle la phonétique et cette possibilité alors de rapprocher le go du mot et on établit alors ce rapport sémantique qui se crée. Et si on continue dans cette lancée, en fait, on arrive alors sur le principe en Corée qu'on appelle le Engma. Et Engma, ça va signifier en fait la bonne marche des pierres, c'est-à-dire comment les pierres doivent se lier entre elles durant une partie, prenant en compte noir et blanc en même temps dans la partie. On n'est pas en train de simplement penser comment les pierres noires doivent fonctionner entre elles, les pierres blanches entre elles, mais vraiment toute une structure qui s'ordonne. Et alors, cela veut dire qu'il y a une grammaire du jeu de Go. Donc on retrouve à nouveau ce langage et cette écriture qui est possible. Et c'est pour ça justement que je joins ces deux notions. Comme vous avez vu, en fait, c'était pas ce travail universitaire qui est proposé, n'est pas du tout dans une idée de penser le jeu par rapport à son fondement asiatique, mais réussir à comprendre le jeu par rapport à nos connaissances occidentales. Et à ce moment-là, justement, on va lier l'ensemble, le tout, pour réussir à monter ce langage. Mais ce langage, comment est-ce qu'il se construit? Puisque là, comme je vous avais dit, par exemple, ce Hoshi n'a pas du tout la même signification, le même sens que ce Hoshi. Et si j'avais placé ce Hoshi noir ici,
de l'autre côté, excusez-moi, je me trompe de fenêtre, c'est les anxiolytiques. Si j'avais posé Q16 en D16 à la place, cela voulait dire un autre mot, en vérité. Ce n'est pas le même mot, même si la pierre semble la même. En fait, ça veut dire que simplement on est capable d'avoir une synthétisation. Et donc, si on est capable de synthétiser le discours par rapport à cette grammaire, cela veut dire que par conséquent, il va exister autre chose qui va venir, c'est-à-dire la possibilité de trouver la clé de déchiffrement. Et c'est pour ça que vous voyez en fait une reproduction de la pierre de Rosette, parce que justement, je me suis intéressé au déchiffrement du langage, aux méthodes de déchiffrement du langage du XVIe siècle jusqu'au XIXe. Et justement, on va parler avec Champollion et j'ai essayé justement d'appliquer la méthode de Champollion au jeu de Go, sauf que cela ne fonctionne pas tout à fait. Il manque encore autre chose pour comprendre cette clé de déchiffrement. Et songeant de plus en plus en fait à ce travail, je suis arrivé à une autre réflexion, c'est-à-dire me baser sur, je vous prie de m'excuser, notamment aussi à cause de mon état actuel, c'est-à-dire me poser une question, c'est-à-dire que souvent je repense à cette phrase qui a été donnée, cette maxime par Blaise Pascal, c'est-à-dire quelque chose du coup de les es... Ok. Ça doit être, si je me souviens bien, si je me trompe pas, les espaces infinis m'effraient. Quelque chose dans ce goût-là. Euh, non, c'est pas ça. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Et bien sûr, alors à ce moment-là, on va me dire, oui, mais c'est complètement idiot de penser cela, et je vais vous en parler un petit peu. C'est-à-dire que, disons que je me suis toujours senti légèrement ridicule en pensant à cette phrase, puisque je me souviens justement de Charles Baudelaire, qui en 1834, dans Les Fleurs du Mal, a publié un poème, un sonnet, c'est-à-dire le gouffre. Et celui-ci est donné à Blaise Pascal. Et le sonnet est construit en fait sur un format traditionnel à l'italienne, donc en rime embrassée. La rime embrassée sert à joindre deux idées. Deux idées pour donner un sentiment de complétude ou un sentiment amoureux. En tout cas, c'est comme ça que je le définis pour les élèves au lycée. C'est plus complexe que ça, mais on va synthétiser. Et il lie en fait l'abîme à Blaise Pascal, disant qu'en fait, justement, il se donne ce mal à lui-même. Donc il y a un côté, une volonté, disons, de ridiculiser justement Blaise Pascal. Et c'est pour ça que je me sens un peu ridicule, moi, à mon tour, en repensant à chaque fois à cette phrase de Blaise Pascal lorsque j'écris sur le jeu de Go, puisque justement, eh bien, Baudelaire n'est jamais très très loin. Mais pourquoi je vous parle de lui? Parce que justement, on en reviendra. C'est-à-dire que là, dernièrement, je me suis rendu compte que j'avais une grande lacune. Cette lacune étant que je trouve que je ne connais pas assez de choses en philosophie. C'est-à-dire que j'ai poursuivi la philosophie en esthétisme jusqu'en licence, donc j'ai mon niveau licence en philosophie également, mais je pense que je n'y connais pas assez. Et du coup, je me suis mis à m'intéresser notamment à la féminologie à partir d'Hegel. Et justement, en fait, c'est-à-dire que si pour Hegel, la philosophie reste impuissante à saisir la vérité. La vérité, en fait, il le nomme sur plusieurs concepts, c'est-à-dire qu'on pourrait appeler la figure vraie ou alors la vraie forme, et en laquelle, finalement, la vérité peut seulement être le système scientifique de cette vérité. Donc il y a cette incapacité aussi, cela veut dire intrinsèquement, à établir des concepts. Ce que nous sommes supposés faire au jeu de Go à travers les préverbes et les principes. Donc, du fait, en admettant en fait que le vrai existe, il va prendre, selon Hegel, forme dans ce qu'on appelle tantôt l'intuition, tantôt le savoir immédiat de l'absolu. Ce savoir immédiat de l'absolu, cela peut être soit la religion, soit l'être au centre finalement l'être non au centre de l'amour finalement divin, mais l'être au centre de lui-même pour ce qu'il est, c'est-à-dire l'intuition basique, le sentiment que vous obtenez. Et dans ce cas, en fait, l'absolu, en fait, ne peut et ne doit pas être conçu, mais intuitionné. Ce qui veut dire qu'en fait, en philosophie, on va alors avoir un problème, c'est-à-dire que justement, cette intuition qui est exprimée oralement, verbalisée, écrite, et par conséquent, c'est les simulacres, les mensonges qui sont diffusés par les joueurs de Go.
Et oui, c'est-à-dire que là, alors est en train de dire que tout ce que je vous ai dit quelque part, philosophiquement, au jeu de Go, tous les cours qu'on a pu faire ensemble, seraient des mensonges. On se base toujours sur la phénoménologie, hein. Je vous ai dit, je rattrape mon retard, on va dire, en philosophie pour mieux comprendre le jeu. Et en fait, c'est là qu'on va trouver cette philosophie, cette limite à la philosophie, puisqu'on est alors incapable de produire en fait des concepts pouvant démontrer la figure vraie. Mais ce n'est pas quelque chose de grave, puisque justement, il n'y a aucune discipline en tout cas, aucune discipline non science dure, mais en sciences humaines, qui peut alors démontrer cette figure du vrai. Mais alors, vient alors, comment dire, en philosophie, si on veut poser la philosophie comme une science, on va alors se poser la question sur ce qui va provoquer cette intuition ou alors ce dogme. Et justement, la phénoménologie écarte en fait toute étude du métaphysique, puisque cela veut dire justement, si je vous le traduis de son grec de manière un petit peu horrible, c'est-à-dire l'étude de ce qui apparaît. Et ce qui apparaît en fait n'est pas ce qui est vrai, mais ce qui semble vrai. Donc on arrive sur ce paradoxe. Et à ce moment-là, justement, finalement, la pensée de Blaise Pascal revient, puisque depuis le 19e siècle, en tout cas selon Kant, on a détruit ce qu'on appelle Dieu. Dieu est mort, ou en tout cas le concept de Dieu serait mort. Et par conséquent, en fait, ce jeu de Go qui alors, comme je vous ai dit aux origines, avait ce degré de lecture, mais non seulement de la lecture au sens des mécanismes du jeu, mais aussi au sens du désir de pouvoir se développer dans une lecture de l'avenir. Je vous avais dit qu'on essayait de lire parfois l'avenir à travers le jeu de Go, ou lire le sentiment. C'est pour ça que, par exemple, en psychologie, il y a quelques psychologues qui apprennent le jeu de Go, les échecs aux enfants, puisque vous pouvez apprendre énormément sur sa psychologie, à la manière de jouer. Et oui, vraiment, là, ça commence, maintenant que je vous dis ça, ça commence à tarder de ne pas parler du style au jeu de Go. Mais du coup, finalement, le sentiment de vide de Blaise Pascal, alors, ne serait pas quelque chose de figuré, de paru, de visible, mais alors répondrait à un ordre métaphysique, et donc proviendrait alors de l'absence d'un ordre rationnel, soit, sinon, si ce n'est pas cela, la mort du concept de Dieu. Et à ce moment-là, ça devient beaucoup plus logique pour le jeu de Go, c'est-à-dire qu'en effet, dès qu'une pierre est posée au jeu de Go, les probabilités deviennent complètement aberrantes. On ne peut pas imaginer à quel point qu'il existe de séquences potentielles. Et ce vertige alors est produit, mais il ne se produit pas par le vide, c'est-à-dire qu'il ne se produit pas directement par mon goban qui est vide, mais par ce goban qui se remplit. Et en ça, je trouve ça très intéressant justement de lier la pensée à Blaise Pascal finalement. Et justement, même si on pense que Charles Baudelaire, comme je vous ai dit, ridiculise ou décrédibilise finalement la pensée torturée de Blaise Pascal, on retrouve en 1968 néanmoins dans le paradis artificiel ce que Charles Baudelaire s'appuie sur, enfin prononce comme l'écriture hiéroglyphique, et donc prétend qu'il existe en effet une clé de déchiffrement, d'interprétation. Il s'en sert, lui, pour parler du rêve. C'est-à-dire que pour lui, ce n'est pas quelque chose d'ordre de religieux, mais malgré tout, on arrive toujours sur ce concept. Donc, pour l'instant, j'en suis à peu près à là sur mes recherches. Donc, pour la sémantique au jeu de Go, j'en suis à peu près à 25 pages pour cette partie. Et pour celle-ci, j'en suis à pas grand-chose, à peu près 3 pages. Mais j'essaie d'avancer au maximum. Et justement, pour vous montrer ce sentiment de vide que je ressens, en plus de tout... Non, s'il vous plaît. De tous mes problèmes, oui, parce que... Bref, vous vous rendez pas compte, c'est très compliqué juste de pouvoir parler, en vérité. Ça me demande un grand effort. Eh ben, je vais vous commenter une partie en vous montrant ce à quoi je pense avec, justement, l'intelligence artificielle cette fois-ci. Et vous allez voir, justement, comment ce vide, ce sentiment de vide apparaît. Et alors, justement, cela pourra peut-être être intéressant. Disons que, de toute façon, c'est le principe de cette série, d'être dans quelque chose d'intime et d'humain. Alors, j'arrête de m'évader en conversation, je vous prie d'excuser. Cette partie a été jouée, je peux vous le dire si vous le souhaitez.
Euh, alors, j'ai un dossier assez conséquent. Voilà, comment faire la partie. Elle a été jouée, celle-ci, le 21 mai 2022. En général, la partie prend un peu moins de 2 heures, vu que l'IA réfléchit en 20 secondes minimum par coup. Les 2 heures sont grandement parties par, mais sont grandement imputées à moi. Et ici, je suis noir. C'est la première partie que j'ai faite avec la machine, j'en ai fait une deuxième. Et justement, je vais vous montrer ce que j'ai dans la tête. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous allez me dire, mais c'est un début extrêmement banal, t'as déjà vu le faire énormément de fois, enfin énormément, 3 fois sur toutes les vidéos que tu nous proposes. Je vais vous montrer à quoi je pense. Et vous allez voir justement cette infinité d'espace qui crée ce vide. Là, ici, je réfléchissais à potentiellement prendre un Shimari. Cependant, dans ma lecture, si je prenais un Shimari, blanc donnait la suite ici. C'est-à-dire que le Shimari ici est là pour prendre conscience que on a donné le Komoku, donc une position intéressante, à l'adversaire au sud. Mais moi, je ne peux pas directement jouer au sud en 4-3. J'ai déjà besoin d'un Shimari. Donc, j'avais choisi celui-ci pour d'autres raisons. Je sais pas trop penché là-dessus. Et en vient alors cette pince que j'avais prédite par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que pour moi, elle jouerait ceci, je sortirais, elle viendrait là, je pourrais venir ici. Et probablement que, selon moi, elle jouerait de cette façon-là. Dans ce cas-là, moi, je prendrais ma basse. Et ici, pour moi, je pense que la continuité est possible, mais j'ai l'impression d'avoir un léger retard. Pourquoi? Parce que je suis goté et que blanc, du coup, va avoir le temps de justifier ce Toby par rapport à ses positions. Donc pour moi, je me mettrais légèrement en retard si jamais je jouais de cette façon. Donc plutôt que jouer ce Kosumi, je me suis dit, on peut directement vivre. Cependant, la séquence ne me plaît pas davantage. C'est-à-dire que blanc va me recouvrir, et alors oui, en effet, localement, je suis mieux. C'est-à-dire que j'ai eu le Shimari, j'ai mon aile de Shimari, je suis vivant ici en B3 comme vous pouvez le voir, mais je n'aime pas le fait que blanc soit déjà fixé et fort. Cela veut dire que pour le reste de la partie, blanc, il y aura très peu de chances de pouvoir lui produire un groupe stable ou faible, donc potentiellement attaquable. Et là, j'ai ce regret. Donc pour moi, tout ceci n'était pas possible, je ne pouvais pas faire ce Shimari. Donc j'ai réfléchi alors à ceci, prendre un Sansan. Et si je prends le Sansan, j'imaginais cette séquence, somme toute classique, et je viendrais... Alors avant celle-ci, je m'étais dit que je pouvais venir prendre enfin mon Shimari. Parce que oui, j'aime énormément prendre des Shimari, comme vous voyez dans mes parties. Dans ce cas-là, c'est blanc qui viendrait ici. Et là, ça devient compliqué, c'est-à-dire que si je sors ma pierre directement en C5, cette pierre-là est bien positionnée, et donc blanc va valider le sud assez facilement. Donc je ne peux pas sortir ma pierre. Donc je peux au moins détruire la capacité du Moyo en faisant une entrée C. Et comme vous voyez, je continue ma synergie ici accordée. Sauf que je me suis dit, mais si ça se trouve, comme je vous ai dit, j'ai joué un peu plus d'une dizaine de parties avec l'IA, donc il y a des coups maintenant qui me semblent plus envisageables que d'autres. C'est-à-dire que l'IA pourrait jouer ce coup-là. Qu'on a vu sur une partie, peut-être pas vous, je me souviens plus si je l'ai commenté sur les vidéos, c'était une partie qui s'est jouée en 1963 avec Gosengen et Sakata Iyo, où justement Gosengen a joué ce coup-là pour violenter le noir, c'est-à-dire construire en forçant ici. Et en fait, ça ouvrait un point vital très violent ici lorsque blanc approchait soit en R7, soit en R8. Donc je me suis dit, c'est pas bon. Donc je me suis dit, il va falloir directement vivre alors. Mais blanc vient ici, et alors je peux prendre mon Shimari, mais j'ai l'impression toujours pareil que la position est meilleure pour blanc. C'est-à-dire que noir n'est pas ici tout à fait vivant en B3, il devrait vivre. Mais surtout maintenant, ce coup-là est un coup de fin de Fuseki qui est très intéressant pour blanc, mais beaucoup plus pour le blanc que pour le noir. Et du coup, j'étais pas bon non plus, ça me plaisait pas. Donc, je me suis dit que c'était pas la bonne réponse. Et en fait, après la partie, l'IA, il semblerait qu'elle me conseillerait de jouer ceci. Directement stabiliser mon groupe faible. Là, si vous voulez une idée, depuis tout à l'heure, les variations que je vous montre se jouent à 0,3 points. Donc, c'est-à-dire à moins d'1%, ce qu'on est en train d'évaluer. Mais du coup,
Mais comme vous avez vu, comme je raisonne beaucoup par l'idée, il y a pas mal de choses qui peuvent arriver. Et voici ce qu'elle m'aurait proposé. Alors, ce coup-là, je n'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi elle préférait pas plutôt un Komoku, un Kosumi. Justement parce qu'en fait, que ce Kema soit effectif, j'ai besoin d'avoir O17. Mais elle me dit qu'il y a deux façons de penser. La première serait celle-ci. Et dans ce cas-là, avec la pince, maintenant que j'ai obtenu la force, je n'ai peut-être pas eu mon Shimari, mais cette force, qui est néanmoins un groupe stable, donc attaquable, me permet de corriger mon défaut et venir directement ici. Ici, la partie serait parfaitement égale. Et cela veut dire une chose, c'est que blanc n'a pas joué la meilleure séquence. Donc en fait, blanc viendrait tout de suite trahir le coulant de noir en O4. Et c'est pour ça que le Kosumi me semble mieux, parce que justement, le Kosumi porte plus l'intention sur la pince et le sud que sur le travail du Uchi. Et en effet, là, soudainement, l'IA s'est rendu compte. Alors, pour le commentaire de la partie, je l'ai laissé réfléchir environ 3 minutes par coup. Donc, à ce moment-là, justement, il y a deux séquences qui interviennent, celle-ci, qui serait, somme toute, moyenne. C'est-à-dire, là, on arrive sur l'idéal, pour noir comme pour blanc. On n'est pas égal, hein, blanc est toujours devant. Ou alors celle-ci, c'est-à-dire que noir essaie de créer l'événement pour valider cette pince et la justifier. C'est-à-dire que noir revient à l'idée de tout à l'heure, c'est-à-dire quand blanc faisait le san-san. Vous allez voir comment. C'est-à-dire que blanc ferait cet échange, mais noir obtient la pince. Et certes, ça corrige légèrement, finalement, le problème qu'on a eu avec notre coup ici en O4, mais on a perdu le coup en échange. Donc noir reste bon dans sa stratégie, mais s'y perd. Il perd quelque chose. Et en effet, apparemment, l'IA ici dit qu'elle, justement, noir perd 0,2 points. Donc, du coup, 0,2 points, ça doit faire 0,1%. Donc, je comprends pas pourquoi elle me propose celui-ci, mais j'ai beau l'avoir fait réfléchir plus longtemps encore, elle veut vraiment ce coup-là, même s'il est pas bon. Et c'est là qu'en fait, on en revient à ce que je vous disais, la figure du vrai est inatteignable au jeu de Go. Même l'IA, aussi puissante soit-elle, n'arrivera pas à définir tout le jeu. Et c'est rassurant quelque part de se dire que finalement on restera mauvais éternellement, mais que même une machine ne peut pas y accéder. Bref, conclusion, je suis venu là. Pourquoi je suis venu ici? Tout simplement parce que je me suis dit que si blanc répond là, c'est un excellent échange pour noir. Pourquoi? Parce que je peux prendre mon Shimari, et quand blanc vient pincer ici, la pierre ici est en mauvaise liaison. Donc plus tard je sortirai ma pierre et il sera extrêmement plat sur cette position et il ne pourra pas bien attaquer F17. Ça c'était mon idée. Et ce coup de contact n'est pas effrayant parce que justement, comme je peux sortir cette pierre, à la limite si vous voulez je peux vous montrer. C'est-à-dire que si on imagine quelque chose de benêt, disons un peu comme ça, et comme vous voyez par exemple ici, si blanc tente une pince quelconque, il n'arrive pas à attaquer le noir. Et si on imagine ce genre de séquence, voilà, tac, 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 ici, coupe, non, on coupe pas tout de suite, on pousse d'abord. Maintenant coupe, ici, et tac. Certes blanc SNT, mais regardez sa pierre. Elle a l'air complètement isolée. Ce n'est plus elle qui attaque. Et donc, en lisant cela, je m'étais dit que c'était une bonne partie pour moi. Si on jouait de cette façon, et c'est pour ça que j'espérais que blanc réponde justement ce fameux coup. Et je m'étais dit que je pouvais également jouer comme ça, plus sévère pour le territoire. Et dans ce cas-là, l'IA viendrait comme ça, et là, cette fois-ci, je n'aurais pas hésité, parce que j'avais déjà mon 17 à jouer le Kema. Mais vraiment, c'est quelque chose de... Je peux pas vous expliquer parce que ça me mettrait trop de temps, mais vous jouez le Kema si vous pouvez, ou alors être sûr que blanc vient au Sansan. Si vous savez que blanc va venir au Sansan et que vous bloquez ici, ou alors que vous avez déjà au 17, vous jouez le Kema. Sinon, c'est le Kosumi. Vraiment, il n'y a pas de débat là-dessus. Je peux vous l'expliquer, mais ça va me prendre au moins 1h30. Mais vraiment, c'est quelque chose que je sais. Mais là, on reviendrait en fait à la même séquence, sauf que noir en fait taunterait. C'est-à-dire que là, d'un coup, je prends l'aile de Shimari en passant la pierre. Et cette partie, en fait, me semblait bonne pour moi. Soit je la continue de cette façon, et blanc viendrait probablement quelque part par là, ou alors tenterais de faire mourir cette pierre en sabaki.
soit j'attaque, et lui aussi. Et je m'étais dit que ça pouvait aller. Alors, c'est faux. C'est-à-dire que ceci est vrai dans mon raisonnement, mais il faudrait que je joue là. Il faut pas que je joue ici. Ça, c'est... Mais bon, probablement que j'aurais pas joué ce coup-là. Mon Shimari me plaisait trop. Sauf que du coup, l'IA a répondu là. Et là, j'ai eu un gros problème parce que je savais pas quoi donner. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, si je sors la pierre, c'est catastrophe. Parce que blanc, dans ce cas-là, va venir ici, mais vous allez voir. En venant ici, en donnant l'attaque, voilà, blanc peut venir là et valider les points. Peut même venir jouer un coup comme D14, hein, c'est déjà suffisant pour blanc. Donc, je lui ai donné ce coup-là, et il a le temps de justifier. C'est-à-dire de répondre à mon approche. Donc c'est pas bon. Et j'avais imaginé quelque chose dans ce coup-là. Et ça, je pense que c'est un combat que je suis pas capable de tenir. C'est-à-dire, je peux très bien lancer ça, mais je suis pas assez puissant en termes de lecture et d'intuition pour lancer ça. Donc je me suis dit que sortir la pierre, ça avait l'air d'être un piège par rapport à ce que l'IA me proposait. Donc je me suis dit, peut-être ce coup-là. Et en vérité, apparemment, c'était le meilleur coup selon l'IA. Et dans ce cas-là, s'ensuivait, d'après l'IA, cette séquence. Ce que je ne suis pas du tout prêt à suivre. Je l'ai étudié, du coup, mais honnêtement, ça m'avait l'air très dangereux. Et en laissant ici, je l'ai laissé réfléchir près de 10 minutes, elle m'a dit qu'elle aurait peut-être joué ici. Et en effet, il fallait trouver ce Tetsuji. C'est-à-dire que E15 fonctionne, mais il y a trop de problèmes de forme, il vaut mieux jouer sous Nickel Dobby. Donc ça, je n'aurais pas été capable de le trouver non plus. Et du coup, en fait, à ce moment-là, quand j'ai eu ça, et que j'ai eu l'impression de me faire légèrement avoir. C'est-à-dire que j'ai trouvé mon F17 naïf, par conséquent, dans ma stratégie. Et par conséquent, je suis tout de suite venu au Sensan. Pourquoi? Pour prendre l'avantage. C'est-à-dire que blanc ne va probablement pas envisager de bloquer ici. Tout simplement parce que déjà, je peux... Ne serait-ce qu'imaginer cela, blanc se stabilise comment ici? Il peut se stabiliser de cette façon, s'il souhaite. Ok. Donc ça veut dire que noir va venir ici. Mais que blanc va venir ici. Donc je peux refaire reculer pour venir là. Et la forme de blanc est horrible. On ne sait pas ce que font les pierres. Donc je savais que blanc ne bloquerait pas ici, et alors aller bloquer là, sauf que cette séquence est intéressante pour moi pour développer ici, mais surtout, comme je vous avais déjà dit dans une vidéo, pour frapper le point vital ici. Donc ça veut dire que je me laisse la possibilité d'abandonner cette pierre. C'est ça que je m'étais dit parce que le fait qu'elle vienne sur la pince, je vous avais dit que pour moi c'était un piège, donc je voulais l'éviter à tout prix. Donc bref, elle vient ici, et là disons que j'ai répondu Kosumi directement. Et selon l'IA, j'aurais dû tout de suite venir là. Moi je pensais que... Comment dire? Je pensais que le timing n'était pas encore nécessaire, mais apparemment si, il faut pas que je perde de temps. Et s'en suivrait cette séquence. Je trouve ça très élégant, c'est-à-dire qu'en fait je voulais... C'est vrai que... Désolé, je suis fatigué, c'est pour ça que je parle pas assez bien. Là, on frappe pas le point vital. C'est un autre coup que je vous avais montré, c'est-à-dire que ici, c'est le point vital de la forme des trois pierres. Mais si on vient ici, c'est pour garder quand blanc frappe Toby, le Warikomi. C'est-à-dire que plus tard, en fait, noir peut venir là. Et couper toute la forme, déchirer toute la forme de blanc. Donc, l'IA propose ce coup-là. Prenons en compte cela. Elle fait cet échange. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas avoir à faire le Toby. Donc elle se donne cet échange pour avoir la capacité de la gueule de tigre. Pousse. Et maintenant elle prend le Toby. Pourquoi? Tout simplement parce que maintenant qu'elle a fait le pousser, le Warikomi est plus facile pour blanc. C'est-à-dire que les deux côtés sont intéressants en termes de points pour blanc. Donc elle a donné plus de points en noir, mais pour être sûr que si elle capture cette pierre ou cette pierre, elle possède également, elle, plus de points. Et dans ce cas-là, noir, lui, tout de suite va stabiliser en prenant la base de vidéo du groupe, blanc prend la gueule de tigre pour se stabiliser à son tour, et noir continue la stabilisation. Donc c'est très prévenant comme façon de faire. Et j'aime beaucoup cette façon de penser de prévenir les formes. Mais personnellement, je suis allé ici, et l'IA est venue là. Et pour moi, c'est un mauvais coup de la part de l'IA.
enfin, je l'ai ressenti comme ça. C'est-à-dire que pour moi, l'IA devait jouer ici. Pour continuer avec l'idée que si noir sortent, blanc valide énormément. Et surtout, en plus, c'est un coup à la frontière des deux potentiels, de noir et de blanc. Comme ça, je peux pas l'attaquer. Et de cette façon, j'aurais pincé, elle serait venue là, selon moi. Et si vous voulez une idée entre cette séquence et ce que l'IA a joué, eh bien, il semblerait que j'avais raison. Parce que là, on est en parfaite égalité. Donc oui, quand vous la faites jouer 20 secondes par coup, cela veut dire une chose. Je ne jouais pas contre la vraie IA de commentaires de partie. Elle n'a pas la même puissance. Elle est très forte, oui. Elle a tendance à être plus forte que les pros, en effet. Mais elle peut commettre des impairs. Mais c'est des impairs qui valent rien. Là, c'est un impair de 0,2. C'est-à-dire que là, si on compare ici, elle est... Blanc est à 51% de victoire. Ici, blanc est à 50% de victoire. On parle de 1 point de pourcentage. C'est vraiment du rien. Mais je suis venu là et en fait, avec le recul, je serais plutôt venu en D11. C'est-à-dire que j'ai voulu tout de suite attaquer, mais et laisser le choix de l'abandon de cette pierre. Mais peut-être que je n'aurais pas dû. Donc elle pousse et se suit ce coup-là. Donc du coup, j'ai simplement pris la base de vie. Et quand elle vient là, en fait, il y a un problème, c'est-à-dire qu'elle cherche à enfermer. Le Warikomi maintenant ne fonctionne pas. Donc je suis venu ici pour essayer de sortir, sauf qu'elle a voulu reculer. C'est-à-dire que j'aurais voulu qu'elle fasse le année pour créer la coupe. Et donc dans ce cas-là, c'était pas mal pour la forme. C'est-à-dire qu'il fallait que je réfléchisse à savoir comment j'allais corriger cette forme. Est-ce que je devenais là ou est-ce que je venais quand même ici? Ou alors est-ce que je pouvais sortir la pierre? Mais j'avais plus de choix. Mais une fois qu'elle recule, en fait, elle me force directement à essayer de vivre localement. Et je l'ai assez mal senti. J'ai assez mal aimé qu'elle m'ait obligé à faire ça. Donc elle a joué ce coup-là et c'est un très beau coup, je trouve, parce que je savais pas du tout quoi répondre. Et là, j'ai réfléchi à une séquence, je pensais qu'elle était pas bonne. C'est-à-dire qu'au final, j'ai opté pour être passif, encaisser. Sauf qu'en fait, il y a plusieurs choix. Il y a ce coup-là, qui est une erreur. Donc celle-ci, je l'avais prévenue, ça allait, je trouvais. Et on revenait là, on sacrifiait. Sauf que je pouvais aussi jouer comme ça, apparemment. Et j'ai pas du tout envisagé ce coup-là. Je pensais pas qu'on pouvait juste reculer pour faire la même stratégie qu'elle. Prendre un temps, forcer à l'autre de se réparer pour que nous on puisse le faire à notre tour. Et regardez, maintenant je peux enfin jouer ce Warikomi dont on parle depuis tout à l'heure. Donc j'aime beaucoup cette partie. Ça doit être la... Je crois que c'est la deuxième partie parmi toutes les parties que j'ai jouées que j'aime. C'est pour ça que je vous la commente aussi. Mais bref, j'ai joué de cette façon. Et on le voit, je me fais déchirer, c'est horrible, et du coup je dois prendre ma vie. Et ici elle Tenuki tout de suite. Et je pense en fait que, comment dire, je pense que je vais faire une erreur. C'est celle-ci. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est étrange de ne pas répondre à la menace de coupe. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? J'applique la sanction. Je coupe. Et le problème, c'est que, en fait, j'avais pas pensé à ce qu'elle puisse driver en CNT. Et du coup, en vérité, il s'agirait qu'apparemment, je devais jouer ce coup-là. Donc comme vous voyez, apparemment, j'arrive à peu près à comprendre la partie, mais je me trompe énormément sur les timings. Et elle serait venue ici, à ce moment-là, il y a deux choix. Soit je stabilise tout de suite. Ça, c'est la manière simple. Noir, maintenant, est devant. Soit j'entame le combat, et Noir reste devant. En fait, ce combat entamé est donné ici simplement pour viser ce point vital. Ce qui veut dire qu'en fait, je veux garder la de la coupe, capacité de vivre ici. Ou alors frapper le point vital pour attaquer, du coup, ce groupe-là. Ça a l'air très bizarre, hein, dit comme ça, mais je vous ai dit, c'est des parties vraiment lentes, hein, je les ai jouées en 2 heures à peu près. Donc on a le temps de lire pas mal de choses. Mais j'ai coupé ici, et apparemment c'était ma première erreur. Parce que là, blanc se place à 54% de victoire. Donc je capture, nécessité, et elle frappe point vital. C'est vraiment un coup qui fait mal au noir, mais du coup, comment dire?
Disons que là, je me suis senti un peu démuni, c'est-à-dire que je savais que ce coup-là allait venir, mais je sais pas comment le gérer. C'est-à-dire que je savais très bien que si je n'avais pas le CNT pour avoir ce coup-là et jouer ici, c'est que j'autorisais que blanc vienne là et donc attaque. Mais officiellement, je suis toujours stable. Capacité, une direction vers le nord, comme vous voyez, une direction vers le bord à l'est, et je peux même envisager un œil ici. En vérité, ici, c'est pas simple de l'imaginer pour l'instant l'œil, parce que sinon je me fais couper. Mais du coup, j'ai deux directions. Donc je suis toujours stable. Donc je vais Tenuki déjà pour donner ce coup-là. Tout simplement parce que j'ai envie de savoir est-ce que je peux couper plus tard ici. Je veux pas qu'en fait ce moyo puisse se concrétiser. Comme vous voyez, l'IA prend la force. Hein. Vous voyez, je vous l'ai dit, en vérité, l'IA n'est pas ultra territoriale. Elle prend énormément en compte la force. C'est nous qui en fait ne savons pas comment prendre une force intéressante à notre niveau, mais c'est normal. Hein. En tout cas, au mien, moi, ça me choque pas. Elle a joué là et j'ai fait ma première grosse erreur. C'est-à-dire que là, c'est une erreur qui fait que je passe à blanc plus 2,8 points. Donc blanc est à 67 points d'avance. On commence à sortir de l'égalité là, voilà. En fait, j'aurais simplement dû suivre le mouvement. Parce qu'en fait, ce qui m'inquiétait, c'était le CNT. Je voulais avoir le CNT pour avoir le temps de revenir au sud en R4. Et c'est pour ça que j'ai joué ce coup-là. Mais du coup, si on imagine, lâcher également mon CNT. Et je peux vivre. Enfin là, je suis pas totalement vivant, mais quasiment. C'est une forme à connaître ça. Parce que souvent, je vois trop de joueurs venir ici, mais en vérité, quand blanc descend, c'est CNT encore. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux jouer ça, tout simplement parce que maintenant vous créez la faiblesse pour essayer plus tard d'attaquer le blanc. Vous n'êtes pas inactif. C'est une légère différence, mais c'est intéressant à retenir. Donc ouais, j'ai joué là, je me suis fait avoir, parce que maintenant il n'y a plus jamais d'agir en fait sur sa force. Et j'ai joué ici, qui est ma deuxième grosse erreur. C'est-à-dire que là, couper était une légère erreur, mais là c'est la deuxième. Et elle passe à 70%. Normalement, je devais tout de suite revenir vivre. Et j'aurais pas cru en fait. Voilà ce qu'elle me propose. Donc c'est-à-dire que je prends ma vie, elle se concentre pour faire le carré charpentier, mais du coup le noir est vivant hein, dans le coin. Vivant à cause de cet échange et de la liberté que j'ai encore en trop. Donc il n'y a pas de problème de forme, je vis sans condition pour l'instant. Elle serait venue directement ici pour probablement me contraindre à jouer B17 si je veux garder du sens. Et finalement on se rend compte que son potentiel est plus gros que le territoire que je vais obtenir. Donc j'ai joué là, c'était une erreur. Elle vient ici, forcément, retrait de base de vie, parce que il faut commencer à attaquer le noir. Et j'ai joué là, et étrangement, elle m'a dit que c'était une erreur, et j'ai pas compris. C'est-à-dire que je vous la montre. Son là, le bon coup est ici. Blanc répond là, venez ici, blanc. Et en fait, je vais devoir revenir ici. Et on revient à la même forme que ce qu'on a donné dans la partie. Donc j'ai pas compris, mais si quelqu'un est plus fort que moi et capable de m'expliquer pourquoi c'est une erreur, ça m'intéresse. Et du coup, je stabilise et est venu contre-attaquer ici. Et finalement, c'est là qu'on voit que l'erreur... Cette erreur est facile à voir puisque j'ai empêché tout l'edgy, alors que j'avais encore de l'edgy. Et que cette erreur, on voit parce qu'en fait, j'ai laissé le timing à blanc d'attaquer. Ce qui fait que maintenant, ça devient très difficile de limiter ce moyen. Je peux pas l'envahir là. Il faut que je le limite depuis mon groupe faible. Donc j'ai joué le Boshi. Le Boshi, c'est un coup à la tête, en forme de Toby, comme vous voyez par rapport à la pierre ici. Ce qui est très difficile à encaisser comme forme pour noir parce que je vais souffrir au niveau de ma forme. Et là, j'ai fait une autre erreur. Maintenant, je suis à 80 points de retard. Ça veut dire que si vous voulez une idée, j'ai un commis de retard. Normalement, je devais revenir tout de suite ici. Et j'ai énormément hésité avec ce coup, mais je trouvais que c'était trop lent. C'est-à-dire que j'ai fait un grid. Attendez. C'est pas un grid, c'est un overplay. Pourquoi? Je joue au-delà de la capacité de mes pierres. Je cherche pas à faire plus de points, je joue au-delà alors que j'ai ma fracture qui est très visible. Donc j'ai fait un overplay. Normalement, j'aurais dû me contenter de ça, mais j'avais l'impression que c'était mauvais pour moi.
Et apparemment, non. Ici, blanc n'aurait que 2 points d'avance si j'arrive à trouver ce coup-là. J'aurais pas joué ce coup-là personnellement. Soit j'aurais songé à ça, ce qui m'aurait pas intéressé, soit j'aurais tout de suite coupé en fait. Ou alors je serais venu en entrée ici. Mais jamais j'aurais pensé à ce coup-là. À frapper le point. Je pensais pas qu'on pouvait frapper le point vital de cette façon à cause du fait que blanc ne puisse pas couper. Donc bref, je me suis fait eu. Et du coup, ce coup-là, j'ai pas compris. Pour moi, c'est une erreur de blanc aussi parce que ça donne la forme. Et en effet, il semblerait que c'était un mauvais coup. J'ai pas regardé ce qu'elle aurait mieux fait. Et là, je vais faire un choix stratégique, c'est-à-dire que je vais abandonner mes pierres. Pourquoi? Ça va me dire, mais c'est complètement fou. Blanc vient de faire un moyo ici. T'es seulement en capacité de le réduire. Tu peux pas tout à fait l'envahir. Et si en plus tu sacrifies ses pierres, blanc fait environ 37 points ici. Et ça, c'est sûr que tu l'envahis pas. Oui, je sais. Mais j'avais un autre raisonnement. Et apparemment, c'était une bonne idée. C'est-à-dire que il y a le point vital ici. Ce qui fait que blanc va chercher en fait à créer des fractures chez noir, mais n'y arrive pas. Et là, si vous voulez, apparemment j'avais raison, parce que la partie maintenant, alors que j'avais presque 8 points de retard, j'arrive à blanc qui a 4,7 points d'avance. C'est-à-dire valait mieux sacrifier parce que vous voyez que ce coup-là permettait de faire le moyeu de noir. Et maintenant, en effet, on le voit, le moyeu de noir est plus grand. Il est plus difficile à fermer que blanc, mais il est plus grand. Et je suis venu là, mais j'ai énormément hésité avec ce coup-là et je pense que c'est le meilleur coup à jouer. Et oui, l'IA m'a confirmé qu'en effet c'était le meilleur coup, niveau Hachi. Mais disons que les Tobias en troisième ligne, bizarrement, je sais pas pourquoi. Alors, je sais que quand je fais mes commentaires de partie, l'intelligence artificielle apprécie énormément cela, mais quand je discute avec des joueurs plus forts, on me dit toujours que c'est mauvais, que c'est lent, mou, et que c'est pas une bonne idée. Mais du coup, j'essaie de corriger cela parce que ça m'est arrivé quelques petites fois, même si plus de fois elle préférait le Toby qu'elle préfère le Niken Toby, donc j'essaie de varier pour comprendre dans quelles conditions mon Toby est plus efficace. Mais j'ai encore du mal à voir la différence de quand est-ce que mon Toby est meilleur que mon Niken Toby. J'arrive pas trop à le savoir. Et blanc serait venu là. En tout cas, c'est ce que j'imaginais personnellement. J'aurais lâché le coin et j'aurais directement envahi du coup parce que vu qu'ici j'ai plus la faiblesse de coupe depuis que ces pierres sont mortes, je peux envahir, y a pas de problème. Donc je suis venu ici et c'est un peu territorial. Donc elle joue tous les coups forçants, normal, et on casse. Et je me suis demandé si c'était pas mieux de jouer là pour retirer les libertés pour le combat. Parce que faut pas oublier que noir un jour risque de se faire couper s'il ne connecte pas. Et peut-être que c'est mieux au niveau de l'attaque. Je sais pas. Enfin, si je peux savoir. 6,2 points de retard. 7,3. Donc oui. Euh, je me suis trompé ici. Et là, je vais faire une énième erreur, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'apparemment, j'aurais dû jouer ce coup-là, j'avais beaucoup hésité, mais ouais. Et on serait venu dans cette séquence. Et c'est beaucoup plus logique, sauf que, en fait, j'arrivais pas à penser à ce coup-là. C'est ce coup-là, en fait, que je ne voyais pas. Sauf que oui, si je fais ça, je frappe. On voit que maintenant, ce coup-là ouvre clairement au point vital ici. Et quand blanc cherche à se stabiliser, ça devient tellement naturel de casser encore une fois le point vital pour remaintenir celui-là. Donc, mais comme je trouvais pas ce coup-là, j'arrivais pas à savoir. Et du coup, j'ai préféré simplement jouer territorial et connecter tout de suite. Pour ne plus avoir de groupe faible et me dire que c'est bon, on va se lancer au IOC. Mais malgré tout, c'était quand même mieux de jouer comme ça apparemment. C'est-à-dire que là maintenant je suis à 6,8 points de retard, c'est-à-dire que je suis revenu au même retard que lorsque j'ai joué ce coup-là. J'ai rattrapé un petit peu mon retard. Mais je suis toujours à plus de 80% de chance de perte. Et blanc a joué là et je savais pas quoi répondre. C'est-à-dire que j'ai hésité, mais je suis revenu là. Et bizarrement, là j'ai pas compris non plus, c'est-à-dire que l'IA propose ce coup-là pour blanc. Et soit je reviens là, c'est-à-dire protéger ma zone de points normal,
Blanc qui cherche à creuser l'écart. En fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle cherche à envahir le Sensen quand elle joue ça. Parce qu'elle regarde la coupe qui est ici, pour plus tard. J'ai deux coupes, deux points vitaux, qui sont compliqués à gérer. Et du coup, apparemment, simplement ça suffirait selon elle. Ou alors je combats. Et apparemment, ce serait la meilleure option. Sauf que ça, comment dire? Je trouve que c'est ce qui manque à mon jeu. Comme je vous avais dit que j'étais trop dans la contemplation, mais surtout, il y a un gros défaut que j'ai, c'est que je ne pense pas à tirer le maximum quand je vois qu'un échange est satisfaisant. Et j'aimerais énormément, le jour où je pourrais enfin me remettre à jouer, à comprendre et à ambitionner ces genres de coups. Profiter de la G au maximum. Parce que là, c'est pas facile du tout pour blanc de tuer. J'ai un co qui est très facile à tenir en fait pour noir. Mais pourquoi malgré tout ça a l'air de rien et que c'est assez exceptionnel? Parce qu'en fait, ici, je suis au même ratio de victoire que tout à l'heure. C'est-à-dire que là, la séquence que je vous ai montrée, j'ai été à blanc plus 6,6 points de vent. Là, blanc est à 6,6 points de vent. Mais cette façon de poser la question, cette sens du timing, c'est vraiment ce que je regrette dans mon jeu. C'est-à-dire que, oui, le timing, ça va à peu près, mais je sais pas l'ambitionner. Au niveau de comment est-ce que je pose le moment frapper la G. C'est vraiment la position de la G que j'ai du mal à faire. Je sais maintenir un Agi, mais je sais pas le produire chez l'adversaire. Je sais juste lui laisser son Agi. Donc blanc vient là et la partie est bientôt terminée, c'est-à-dire que je fais semblant d'enfermer pour tout de suite avoir mon accès, pour continuer à ambitionner de pouvoir essayer d'envahir. Et comme vous voyez, à chaque fois, je suis vraiment à raisonner à plus tard, je le fais, mais j'aime ma prépa. Je suis très dans la préparation. Je fais pas quelque chose sans préparation. Et peut-être que ça me manque. Et je suis venu ici, apparemment, il valait mieux jouer là et accepter le co. Parce que justement, l'ordinateur n'aurait peut-être pas cherché à vivre directement, apparemment. Donc je suis venu pour tuer. Ce qui est un overplay. Mais je le fais parce que je suis trop en retard. Donc j'ai besoin de le tuer. Même si je suis au courant que j'ai ma faiblesse qui est très visible ici. Et du coup, la partie va se finir juste ici, au coup 98. Selon l'intelligence artificielle, je perds de 11,3 points. Mais il faudra parier que si on avait continué jusqu'à la fin de la partie, je la perdais de plus d'une vingtaine de points, cette partie. Mais déjà, faut relativiser une chose. Vraiment, l'IA, quand elle vous commande vos parties, n'est pas de la même puissance que lorsqu'elle joue avec vous. Ça, vraiment, c'est quelque chose à voir. Mais je pense que justement, on ressent un peu cette idée de vide de Blaise Pascal, c'est-à-dire que le détail à trouver est trop infime. Et c'est-à-dire que toutes les petites notions les variations que je vous ai montrées se jouaient à 0,1 point ou 0,2 points. Et pourtant, dans cet espace-là, cet interstice qui est finalement très réduit, se passe en vérité une infinité de choses et de choix à faire. Et je trouve ça assez intéressant, cette sensation de vide qu'on ressent en partie justement. Non pas parce qu'on ne comprend pas, mais parce qu'en fait, il y a, cela aussi pareil, mais parce qu'en fait, le rien change énormément le tout. C'est un peu la théorie, quelque part, on pourrait dire, de Murphy. Vous savez, si un événement doit se produire, alors il se produira. Et ben, on s'y retrouve un petit peu, mais pas dans le concret. Donc du coup, peut-être que mon choix est mauvais. J'imagine dans ce cas-là qu'on parlerait plutôt de l'effet papillon. Un indice qui, dans ce cas-là, a des conséquences très lourdes. Bon, je suis désolé si la vidéo était très désordonnée, confuse. Je je peux pas, comme vous voyez, je peux pas vous proposer mieux. Et j'essaierai, parce que je trouve toujours le jeu important, mais j'ai pas envie de vous décevoir alors que, mais voilà.
pour les quelques personnes il y en a pas beaucoup, hein, et qui ont pu se demander pourquoi je ne voulais plus ou je ne pouvais plus poster en ce moment quoi que ce soit, vous avez une explication. Ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est un manque de possibilités en ce moment. Et puis voilà. Bon, je suis désolé si le commentaire était pas bon quand même. J'arrive pas à m'en rendre compte, mais j'espère que vous avez pu la suivre parce que c'est vraiment une partie que j'ai aimé jouer. Enfin, c'est la deuxième partie de ma vie que j'aime jouer. Donc, j'espère qu'elle était quand même bien. Bon, je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir.